Alors, bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ma présentation qui s'intitule Les annonces de recherche d'emploi, comment prédire les prochaines menaces. Donc, je commence aujourd'hui en me présentant. David Etu, je suis chef de la recherche pour Flare Systems. Mon background est dans la criminologie, donc ça fait au-delà de 10 ans que j'étudie les réseaux criminels, que j'essaie de comprendre l'organisation sociale des marchés illicites et aussi je m'intéresse beaucoup donc à tout ce qui est performance de délinquants, comprendre comment c'est ça qu'il y a certains délinquants qui réussissent plus que d'autres. Donc, je présente souvent à des conférences. J'étais à Hope cet été et ça me fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui à Forensic 2020. Flare Systems, très rapidement, c'est une compagnie qui fait du Digital Risk Protection, qui est basée à Montréal et qui cherche donc à surveiller un peu tout ce que les délinquants vont faire en ligne pour essayer de mieux comprendre comment est-ce qu'ils s'attaquent aux entreprises. La présentation aujourd'hui va être divisée en quatre sections. La première, on va parler des réseaux illicites. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que les délinquants s'organisent dans ce qu'on peut appeler le souterrain criminel ou encore des réseaux illicites. Et on va essayer de voir comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à collecter du renseignement sur ces réseaux illicites-là. On va voir aussi qu'il y a plusieurs limites dans le renseignement qu'on peut collecter de manière un peu plus traditionnelle. Et aujourd'hui, j'arrive avec une nouvelle proposition, en fait, une nouvelle méthode pour comprendre comment est-ce que les délinquants s'attaquent aux entreprises et aussi donc proposer certaines mesures de prévention pour vous aider à protéger votre entreprise. Donc, les réseaux illicites, ben, je pense que la plupart des gens en ont déjà visité. Je pense que la plupart des gens sont quand même assez familiers avec ça. Ici, vous avez un exemple, en fait, d'un marché illicite en ligne qui est hébergé sur le dark web, qui s'appelle Canadian Headquarters. Et ces réseaux illicites-là, en fait, vont regrouper, ou ces plateformes-là illicites vont regrouper donc des dizaines, des centaines, des milliers, voire même dans certains cas des millions de personnes qui vont venir travailler les unes avec les autres pour acheter et vendre des produits illicites. Donc ici, par exemple, vous avez deux exemples de produits illicites qui sont en vente, mais on peut retrouver vraiment un petit peu de tout sur ces plateformes-là. Maintenant, les réseaux illicites ont plusieurs caractéristiques. On les divise souvent donc en trois catégories. On va avoir des plateformes qui vont être soit ouvertes ou fermées. Donc, ça va être des plateformes où n'importe qui peut se créer un compte, n'importe qui peut venir y participer. Alors que d'autres, il va falloir avoir une invitation, donc soit acheter une invitation ou se faire inviter par quelqu'un. Deuxième distinction, on va avoir des plateformes qui vont être sur le dark web ou encore sur le clear web. Donc, le dark web, c'est un protocole de communication qui permet aux délinquants de se parler entre eux de manière anonyme et ainsi de protéger leur anonymat. Donc, on entend beaucoup parler en fait des plateformes sur le dark web, mais il y en a aussi sur différentes plateformes aussi sur le clear web. Finalement, on va voir deux types de réseaux illicites. On va parler soit des plateformes qui vont être générales ou spécifiques. Et dans le cas général, ça va être de grands marchés. On va avoir des milliers ou des millions de personnes qui vont se regrouper. Et on va avoir d'autres qui sont spécifiques, comme Canadian Headquarters, qui s'intéressent particulièrement à la fraude et au Canada, donc qui vont être très nichés. Maintenant, les réseaux illicites sont extrêmement utiles pour les délinquants, évidemment, parce que ça leur permet de réseauter, de communiquer les uns avec les autres. Ici, vous avez un exemple, en fait, pour une plateforme, des différentes sections qu'on peut retrouver sur ce forum-là. Et on voit, en fait, que oui, on va parler de hacking, mais on va parler de beaucoup d'autres choses aussi. On va même parler donc de jeux vidéo dans cette plateforme-là. Donc oui, il y a beaucoup de choses illicites qui se passent, mais c'est aussi un endroit pour réseauter, faire des contacts, faire des liens. On voit que les réseaux illicites sont aussi extrêmement utiles pour les affaires. Donc, ça permet aux délinquants d'acheter et vendre des produits illicites. Et en général, on va voir des annonces comme ça. Par exemple, ici, on a quelqu'un qui offre de vendre des tweets, donc de donner un peu de popularité à votre compte sur les médias sociaux. Et ici, on voit les prix. Donc, si vous voulez avoir un retweet d'un de vos tweets, on parle de 3 $. Et on voit donc que les délinquants vont très souvent utiliser donc des images, des captures d'écran, même des designs pour montrer à quel point est-ce qu'ils peuvent être professionnels. Maintenant, les réseaux illicites, on l'utilise extrêmement souvent pour trouver du renseignement et pour essayer de comprendre comment ces délinquants s'attaquent à votre entreprise. Et ici, vous avez un exemple, en fait, d'annonces qu'on peut retrouver. Et ces annonces-là sont quand même extrêmement intéressantes
Parce qu'on va avoir justement donc le nom d'un vendeur, on va avoir une description du produit et dans ce cas-ci, donc, on parle d'une annonce pour acheter des profils, donc des identifiants de personnes qui permettent de faire de la fraude. Et cet été, c'était très, très, très tendance, donc c'est de faire de la fraude avec le programme de la PCU ou CERB en anglais, CERB. Et donc, on voit que ces plateformes-là donc vont être très utiles pour vendre ces produits-là. Et nous, chez Flair, en fait, on utilise beaucoup ces annonces-là et ces renseignements-là pour essayer de comprendre les délinquants, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils s'organisent. Et ici, vous avez des exemples de blog posts sur lesquels on a travaillé. Ça me fera plaisir, en fait, de rentrer un peu plus dans le détail, si vous intéresse, dans les questions à la fin, sur quel genre de renseignements on est capable de collecter et comment est-ce qu'on peut l'analyser. Mais en gros, à travers ces renseignements, on est capable de comprendre, par exemple, les tendances dans ce que les délinquants font. On est capable de comprendre, en fait, comment est-ce qu'ils reçoivent des paiements. On est capable de voir à qui ils s'attaquent. Et cet été, on a aussi vu que s'attaquer aux compagnies qui livrent la nourriture était extrêmement intéressant ou il y avait beaucoup de délinquants qui s'attardaient à cette activité-là. Et donc, on est capable de générer beaucoup d'enseignements pour comprendre donc qui s'attaque à qui, comment et pourquoi. Maintenant, un des problèmes qu'on a quand on s'intéresse à tout ce qui est renseignement à travers ces plateformes-là, c'est que les annonces nous donnent simplement une partie des réponses qu'on recherche. Et ici, un des défis qu'on a, c'est de dire si quelqu'un va faire ou offrir une annonce, ben, est-ce que le produit existe vraiment? Donc, n'importe qui peut aller sur une plateforme et peut décider qu'il va afficher, par exemple, des identifiants ou des profils de personnes avec des noms, des numéros de téléphone et autres qui vont servir à faire de la fraude d'identité. N'importe qui peut dire qu'il a ça en vente, mais est-ce que le produit existe vraiment? Si quelqu'un dit qu'il est capable de s'attaquer à une grande banque canadienne, par exemple, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est vraiment capable de rentrer dans les systèmes de la banque, de s'y attaquer et puis d'aller dérober des informations? On ne le sait pas vraiment. Ensuite, l'autre chose qui est assez importante, c'est est-ce que le produit est vraiment comme on le décrit dans l'annonce? Donc, si quelqu'un dit, par exemple, moi, j'ai des numéros de carte de crédit à vendre, est-ce que les numéros de carte de crédit sont vraiment, comme on dit dans les annonces, frais? Donc, est-ce qu'ils ont déjà été attaqués par d'autres personnes? Est-ce qu'ils ont vraiment été collectés récemment? Est-ce qu'ils sont vraiment utiles? On ne le sait pas vraiment. Ensuite, l'autre question, et c'est vraiment un des plus gros problèmes, c'est est-ce que le vendeur va vraiment livrer le produit? Donc, même si la personne met une annonce pour dire qu'elle va vendre des numéros de carte de crédit, est-ce que ce vendeur-là va vraiment envoyer le numéro de carte de crédit à son acheteur? On a vu, en fait, dans le cas des fraudeurs, que bien souvent, c'est beaucoup plus payant de frauder des fraudeurs que de faire de la fraude. Ce qui veut dire qu'entre aller mettre un système en place pour voler des cartes de crédit, collecter l'information, ensuite mettre des annonces et les revendre, ça peut demander beaucoup de travail et bien souvent pour les fraudeurs, c'est beaucoup plus simple de simplement mettre une fausse annonce, d'afficher finalement qu'ils ont un produit sans jamais l'envoyer. Et finalement, le quatrième problème qu'on voit, c'est est-ce que l'acheteur va être capable d'utiliser le produit? Donc, dans le cas où on a, par exemple, un virus, où on a une méthode pour s'attaquer à une grande banque, par exemple, est-ce que l'acheteur va être capable d'utiliser le produit qu'il a acheté, d'utiliser le logiciel malveillant? Et on n'est jamais certain. Et donc, quand on essaye de faire du renseignement, justement, à travers les annonces qu'on peut retrouver en ligne, faire du renseignement à travers les réseaux et les sites, une des grandes questions qu'on se pose, c'est, oui, on voit qu'il y a une certaine offre de produits, mais en retour, est-ce qu'on a vraiment, donc, des gens qui les achètent? Est-ce qu'on a des gens qui reçoivent finalement ces informations-là? Et est-ce qu'il y a vraiment autant de victimes qu'on pourrait penser? Et le problème avec les annonces, c'est qu'on n'a pas cette espèce de feedback loop, comme on dit en bon français. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe une fois que l'annonce est faite. Est-ce que quelqu'un l'a acheté? Parce qu'évidemment, toutes les communications se passent à travers des messageries instantanées. On peut penser, par exemple, à Discord, on peut penser à Skype aussi. Et donc, on n'a pas tellement de visibilité dans ces communications-là. Donc, une des limites qu'on a, c'est oui, on est capable, avec le renseignement, de dire, bon, ben, telle ou telle personne va être capable, donc, d'offrir certains produits, mais on ne sait pas vraiment à quel point est-ce que ça représente une menace. Et c'est aussi où on s'est demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, en fait, de trouver des sources alternatives de renseignements qui pourraient pas être intéressantes et qui pourraient nous permettre de comprendre, en fait, qu'est-ce que les délinquants font, à qui ils s'attaquent et comment est-ce qu'ils le font. Et c'est ici où ça devient en fait extrêmement intéressant de se dire, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur des forums de discussion, par exemple, et essayer de fouiller dans certaines sections pour trouver des informations qui ont été peu ou pas exploitées jusqu'ici?
Et ce qu'on a décidé de faire, en fait, pour cette présentation, c'est d'aller voir sur un forum dans la section des offres d'emploi. Donc, un peu comme n'importe quel bon site, dans les forums de hackers, on va souvent trouver des annonces de gens qui recherchent des partenaires d'affaires, des partenaires pour développer certains produits. Et ici, on a trouvé en fait plusieurs offres d'emploi, puis ici, vous en avez deux que je partage avec vous aujourd'hui. Et ces offres d'emploi-là, donc, vont nous décrire un peu qui est recherché, quelles sont les victimes, en fait, qui vont être visées par ces groupes-là, et aussi, c'est quelles sont les compétences et les outils, en fait, que les gens vont utiliser. Et donc, partant de là, ça devient vraiment intéressant de se dire, est-ce qu'on ne serait pas capable, en fait, de passer au travers de ces annonces-là, d'essayer de comprendre c'est quoi les outils que les délinquants utilisent, quelles sont les victimes auxquelles ils s'attaquent et comment est-ce que nous, on peut développer des défenses ou des systèmes de protection qui vont nous protéger contre justement ce qui est les compétences qui sont demandées. Et ici, donc, on est allé sur un forum, on a pris toutes les annonces pendant un mois pour les offres d'emploi. On est arrivé à environ 155. Et notre but, c'était de comprendre, donc, quels sont les profils qui sont les plus recherchés et quelles sont les compétences qui sont les plus recherchées. Et ici, en fait, on est capable de classer un peu toutes les offres d'emploi en 6 grandes catégories. Et je vais repasser au travers de chacune de ces catégories-là. Donc, on peut penser premièrement donc, au développement de virus, on peut penser aux outils de phishing, au piratage de sites web, au piratage de courriels, aux attaques contre du chiffrement et aussi la collecte de données. Donc, on voit qu'à peu près toutes les annonces tournent autour de ces 6 grandes catégories-là. Et je vais repasser au travers de chacune d'entre elles. Et le but après ça va être de discuter un petit peu de comment est-ce qu'on peut se protéger en ayant compris finalement quelles sont ces attaques-là. Donc, pour commencer, le développement de virus, c'est vraiment une activité extrêmement importante pour les délinquants. On parle d'environ le tiers des offres d'emploi qu'on a trouvées qui étaient donc pour des gens qui cherchaient à développer des virus ou n'importe quel type de malware de manière assez générale. C'est vraiment les gens, donc ceux qui ont des compétences dans ce domaine-là sont ceux qui sont vraiment les plus recherchés. Et un des plus gros défis dont les délinquants parlent donc dans ces offres d'emploi-là, c'est d'arriver à faire passer leur logiciel malveillant pour des logiciels qui sont légitimes. Donc, évidemment, toutes les grandes entreprises ont plusieurs outils de cybersécurité. Et ce que les délinquants disent, c'est que ces outils-là sont assez efficaces pour bloquer leur virus. Et donc, ils ont besoin de gens qui vont manipuler leur logiciel. On va parler souvent de crypteurs pour essayer de donc modifier leur logiciel malveillant pour qu'il apparaisse comme s'il était légitime. Et en faisant ça, on va diminuer donc le risque de détection des virus et on va être capable de les installer puis de exfiltrer plus d'informations. Donc, plusieurs donc, des offres d'emploi qu'on a vues, donc on a vu qu'ils se spécialisaient particulièrement dans le développement de virus, mais aussi dans la modification des virus pour les faire passer pour des logiciels qui ne sont pas malveillants. Deuxième chose qu'on a vu qui était aussi très populaire, c'était donc les outils de phishing. Et ici, vous avez en fait deux exemples. Dans le premier exemple, on parle de lettres HTML. Donc, des lettres, c'est des courriels qu'on va envoyer à des victimes pour être capable de les amener sur un site de phishing, pour être capable de finalement voler leur information. Et donc, vous voyez en fait que quelqu'un qui va faire 3 courriels de phishing par semaine, donc 12 phishing par mois, on revient à peu près à 600 par mois. Donc, on revient à environ 60 par courriel de phishing qui va être vendu. Et ici, le phishing, c'est vraiment une des attaques les plus importantes, en fait, contre les compagnies. Et on a vu, en fait, selon le rapport de Microsoft, que les attaques ont augmenté de plus de 250 entre 2018 et 2019. Et pour lancer des attaques de phishing, on a vraiment besoin d'avoir la collaboration de plusieurs personnes ensemble. Donc, les gens qui vont faire du phishing vont avoir besoin, par exemple, d'acheter des listes de courriels, donc des listes de victimes potentielles. Ils vont devoir, comme on voit ici, avoir des lettres qu'ils vont devoir envoyer aux gens, mais ils vont aussi devoir avoir des sites de phishing, donc où les gens vont visiter et vont partager leur information. Et une fois qu'on a ces informations-là, bien évidemment, il faut être capable de les prendre puis ensuite les utiliser pour aller dérober de l'argent, des comptes ou d'autres choses. Et donc, cette nécessité de travailler en équipe pour avoir accès finalement à toutes ces composantes-là est extrêmement importante pour le phishing
particulièrement parce que les sites de phishing se font fermer extrêmement rapidement et la réaction aux attaques de phishing est rendue extrêmement rapide. Et donc, les délinquants ont besoin eux-mêmes de se coordonner, de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on voit dans les annonces, finalement, d'emploi. Troisièmement, on voit que les délinquants s'attaquent aussi donc au piratage de sites web. Environ 10% des annonces d'emploi recherchaient quelqu'un qui était capable de rentrer dans des sites web, ce qui veut dire donc de contourner les systèmes d'authentification sur des sites web. Et d'habitude, en fait, les délinquants vont vouloir faire ça pour pouvoir aller voler les informations qui se trouvent dans le site web, dans les bases de données du site web. Donc, ici, on va parler donc de données sur les clients. On va parler, par exemple, des mots de passe des employés ou encore des informations de carte de crédit si elles sont disponibles derrière le site. Et ici, ce qu'on voit en fait et ce que les délinquants disent, c'est qu'ils vont principalement s'attaquer à des sites où il y a des standards de sécurité qui sont quand même relativement faibles. Et on va donc s'attaquer, disons, aux sites qui sont un peu plus faciles à pirater que les autres qui sont reconnus comme étant extrêmement sécuritaires. Ensuite, on va parler de piratage de courriel. Évidemment, c'est quelque chose qui était un peu moins présent, donc environ dans 5% des annonces d'emploi qu'on a vues, on parlait de piratage de courriel. Et ici, donc, les délinquants vont chercher des gens qui sont capables d'aller voler des identifiants pour accéder donc aux boîtes de courriel des gens. Évidemment, c'est une information qui est hyper intéressante parce qu'en ayant accès au courriel de quelqu'un, on est capable d'envoyer des courriels de phishing qui sont beaucoup plus crédibles parce qu'on peut se faire passer pour cette personne-là. Mais on peut aussi aller dérober des informations. Je suis sûr que tout le monde ici a déjà partagé des informations confidentielles par courriel. Si quelqu'un peut aller dans votre boîte courriel, bien évidemment, il peut aller dérober toutes ces informations confidentielles-là. Et avec les courriels, on est aussi capable d'aller, en fait, même si on n'a pas les mots de passe pour certains comptes, on est capable de demander à un site web, par exemple, de réinitialiser notre mot de passe. Et d'habitude, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va recevoir un lien par notre courriel sur lequel on va cliquer pour changer le mot de passe pour un des services. Et donc, en ayant accès au courriel, les délinquants peuvent, d'une certaine manière, avoir accès à beaucoup de services de leurs victimes parce que, justement, ils peuvent juste réinitialiser leur mot de passe. Ensuite, on a vu des attaques donc comme contre du chiffrement et tout ça, on voit que c'est quand même assez connecté les uns aux autres. On se rend compte que quand on est capable d'aller voler des informations et qu'on est un délinquant, mais souvent ces informations-là vont être chiffrées. Et évidemment, ça peut poser quand même un certain problème pour les délinquants qui veulent lire les informations. Et c'est ici pourquoi est-ce que les délinquants vont donc essayer de trouver des services ou des personnes qui sont intéressées à craquer finalement l'encryption qu'on peut avoir dans des mots de passe. Ça peut être pour des cartes de crédit, ça peut être pour des informations personnelles aussi. Et on voit qu'ils ont accès donc à d'excellentes infrastructures pour craquer des mots de passe. Évidemment, si on a un bon mot de passe, on est quand même assez bien protégé, mais il reste que les délinquants donc vont chercher à briser cette encryption-là et c'est une compétence qui est très recherchée. Finalement, on va voir en fait que les délinquants vont faire ce qu'on appelle du renseignement eux-mêmes et c'est assez intéressant de voir que, par exemple, les délinquants vont essayer d'aller sur des sites web et de faire ce qu'on appelle du web scraping, un peu ce que Google fait, donc d'aller de page en page et de collecter des informations. Et ici, en fait, les délinquants vont faire ça. Pourquoi? Ben, ils vont aller sur le site d'une compagnie où on a, par exemple, un bottin de contact qui est disponible et il va collecter toutes les adresses courriels, les numéros de téléphone. Ils vont essayer de collecter aussi des informations qui pourraient être confidentielles. Et c'est assez intéressant de voir, en fait, que, ben, justement, les délinquants vont développer les mêmes technologies que nous, chez Flair, on a développées pour, justement, aller collecter des informations sur les délinquants. Mais eux vont prendre les mêmes outils que nous, on a pour aller collecter des informations sur leurs victimes. Et encore une fois, donc, ça peut être des identifiants, des courriels ou même d'autres informations. Et ici, donc, même s'il y a plusieurs outils qui existent, qui sont faciles à utiliser, on se rend compte que les délinquants veulent avoir des outils qui sont, disons, un peu plus sophistiqués, donc qui vont passer à travers des proxys, qui vont être capables de faire même des recherches sur les sites et qui vont, par exemple, dans ce cas-ci, essayer d'aller sur un site pour essayer d'ouvrir les CV qui sont affichés sur le site pour ensuite aller voler les informations qui se trouvent à l'intérieur.
Donc, on voit qu'on a vraiment une cible particulière dans ce cas-ci, donc c'est les CV des gens. Et on peut s'attendre à ce que ça aille donc à des grands sites où les gens vont déposer leur CV qui contiennent évidemment plusieurs informations personnelles. On peut penser à leur nom, leur date de naissance, leur numéro de téléphone, leur adresse courriel et bien d'autres encore. Donc, tout ça ensemble, en fait, ça nous donne un certain portrait de quelles sont les compétences, qu'est-ce que les gens vont rechercher quand ils vont essayer donc d'aller sur ces forums de discussion-là de délinquants. Et ça nous donne déjà un bon portrait, puis je vais discuter dans quelques instants, en fait, de qu'est-ce qu'on peut faire ou comment est-ce qu'on peut ingérer ces données-là et ensuite essayer de réagir. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir en fait que les offres d'emploi, c'est très bien beau, c'est très intéressant, mais il y a plusieurs autres sources qui sont assez connexes qui nous permettent finalement de faire un peu la même chose. Et ici, je voulais parler en fait des contrats. Donc, sur d'autres forums, on va aussi voir que les délinquants, quand ils essayent d'acheter et vendre des produits illicites, ben, au lieu de communiquer de manière privée, ils vont devoir faire un contrat. Et pour une raison qu'on s'explique toujours un peu mal, ben, les délinquants vont afficher tous les contrats qu'ils ont faits les uns avec les autres sur le site web. Et évidemment, ben, ça permet aux délinquants de montrer qu'ils ont fait beaucoup de contrats, donc c'est des gens qui sont sérieux et qui sont fiables et à qui on peut faire confiance. Donc oui, d'un côté, on va trouver une information pertinente pour les délinquants, mais pour nous aussi, on est capable de comprendre dans ce cas-ci ou d'essayer d'évaluer quelles sont les différentes menaces ou encore quelles sont les compétences qu'on est plus recherchées en regardant ces contrats-là. Ici, vous voyez un exemple de contrat. On est capable de savoir, par exemple, quel produit, à quel prix il a été vendu. On est capable de savoir quand est-ce que la vente a eu lieu. On est même capable de savoir donc de qui à qui ce contrat-là a impliqué. Et ici, je vous donne quelques exemples assez rapides. Mais dans ce cas-ci, dans le cas de ce forum, on voyait que les contrats, en fait, étaient extrêmement utilisés pour faire tout ce qui est du blanchiment d'argent. Donc, on voyait dans argent, on a inclus beaucoup, en fait, de fraude avec des cartes de cadeaux. Donc, ça peut être Amazon ou encore des paiements. Et donc, on a vu une catégorie quand même assez large, mais on voit aussi des identifiants de compte, comme on a vu précédemment, des outils de piratage, des méthodes qui sont un petit peu plus vagues et d'autres. Donc, ici, je passe vraiment extrêmement rapidement là-dessus parce que le temps me manque un peu. Mais vous êtes capable de voir donc, par exemple, ici une annonce de quelqu'un qui dit, ben moi, si vous me donnez, par exemple, 50 de carte cadeau, je vais vous payer, par exemple, 27 et 50 pour avoir cette carte cadeau-là. Donc, on voit qu'il y a toujours des applications donc, pour les cartes cadeaux, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de comptes PayPal qui ont été piratés, qui sont visés par ces délinquants-là. On voit qu'il y a des logiciels malveillants. Ici, vous avez, par exemple, un logiciel qui est utilisé pour envoyer des courriels de manière massive. Et ici, vous voyez donc un exemple, comment est-ce qu'on est capable de configurer. Vous voyez que c'est en quelques clics. On est capable de dire, bon, ben voici le message qu'on va envoyer, voici à qui est-ce qu'on va l'envoyer, comment est-ce qu'on peut paramétrer le logiciel. Et ça nous permet donc, au final, d'envoyer beaucoup de courriels. On va voir que les gens vont aussi essayer d'avoir des points pour les réputations et ça, c'est vraiment quelque chose on voit que la réputation joue un rôle très grand pour les forums. Dans ce cas-ci, en fait, un des points importants pour les contrats, c'était que les délinquants pouvaient acheter et vendre la réputation sur le forum. Évidemment, plus on a de réputation, plus on a de l'air important. Et le fait qu'il y ait beaucoup de contrats qui permettent justement l'achat de la réputation, ça nous montre que c'est peut-être pas quelque chose auquel il faut nécessairement se fier qu'on essaie de voir sur le forum qui sont les acteurs les plus dominants, ben, se fier simplement au point de réputation, peut-être que c'est quelqu'un qui a simplement acheté beaucoup de réputation et c'est pour ça qu'il ressort du lot. Et donc, je passe rapidement sur les contrats parce que on peut voir que c'est assez complémentaire, mais ça nous permet au final, en fait, de faire des réseaux. Et ici, vous voyez, par exemple, une cartographie de tous les acteurs qui étaient impliqués dans les contrats sur ce forum de discussion-là. Et vous voyez l'évolution un peu dans le temps et la grosseur, en fait, des points va dépendre du nombre de contrats dont la personne a été impliquée. Et on voit évidemment, donc, il y a certaines personnes qui sont très impliqués dans les contrats, donc leur point est plus gros, donc ils ont plus de contrats. Mais on voit aussi que la structure du réseau va changer dans le temps. Il reste que quand on essaie de faire du renseignement, ça peut être quand même assez intéressant de s'attarder à ces acteurs-là qui ont fait le plus de contrats parce que probablement que c'est les personnes qui vont être les plus intéressantes, pas nécessairement celles qui vont avoir le plus de points de réputation. Et donc, on essaie de comprendre des réseaux illicites. Ben, rapidement, avec une image comme ça, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe dans le réseau et qui sont les acteurs les plus intéressants.
Donc, tout ça, en fait, ça nous amène où? Ben, ça nous amène de se dire qu'on a acquis plein de connaissances sur les réseaux illicites et sur les délinquants. Et là, on peut se demander, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La première chose qui est importante de comprendre, en fait, puis qu'on voit à travers justement ces annonces d'emploi, c'est que malheureusement, ben, il n'y a pas de solution miracle en cybersécurité. Et on voit en fait que tous les outils qu'on peut adopter, ça peut être un antivirus, ça peut être des EDR aussi qu'on va mettre en place, vont être des outils qui sont très puissants. Les délinquants en parlent et disent que c'est un problème pour eux, mais on va se rendre compte aussi que les délinquants vont chercher activement à contourner ces systèmes-là. Et donc, on se rend compte, c'est que ces systèmes-là, oui, offrent une certaine sécurité, mais évidemment, elle n'est pas complète. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que c'est très, très, très important de avoir des systèmes, en fait, en plusieurs couches pour se protéger et qu'on ne peut pas se fier finalement à une seule ressource, à une seule solution pour protéger ces données. Et donc, dans ce cas-ci, ben, par exemple, ça peut être d'ajouter de la formation pour les employés pour s'assurer qu'ils soient capables de détecter les fichiers qui peuvent être suspicieux et aussi de les rapporter donc aux équipes de sécurité. On se rend compte aussi que beaucoup des activités des délinquants vont être axées donc autour des données et c'est probablement donc la ressource la plus importante, celle qui a le plus de valeur au 21e siècle. On se rend compte donc que même si on essaye d'encrypter les données, même si on essaye de les chiffrer, ben oui, ça peut offrir une certaine protection, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est suffisant parce que les délinquants vont avoir accès à des systèmes massifs pour craquer les mots de passe des données qui vont être encryptées. Et donc, évidemment, d'avoir d'excellents mots de passe qui sont très longs et d'avoir des bons algorithmes de chiffrement, ça devient quelque chose qui est extrêmement important. Et si ce n'était pas une priorité dans vos organisations, ben on voit aujourd'hui, en fait, que c'est peut-être quelque chose dans lequel on devrait investir et rapidement pour s'assurer qu'on est capable, donc, de se protéger. L'autre chose aussi, c'est de se rendre compte que les délinquants, s'ils recherchent des informations et qu'ils veulent les dérober, bien évidemment, on va avoir beaucoup de données qui vont être exfiltrées d'un réseau. Et donc, s'assurer qu'on est capable de détecter les fuites avant qu'elles soient complètes. Donc, est-ce que quelqu'un va être capable de voler, par exemple, 10 dossiers clients? Peut-être, mais on aimerait ça l'arrêter avant qu'il se rende, disons, par exemple, à 1 million de dossiers clients. Et donc, les données sont vraiment la chose dont les délinquants vont aller chercher le plus. Et c'est important donc de mettre beaucoup d'emphase sur la protection de ces données-là. Troisièmement, on voit aussi, et c'est peut-être quelque chose auquel on pense un peu moins, mais à quel point est-ce que les courriels sont très recherchés par les délinquants aussi. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous mettre un lien par la suite, mais Brian Krebs, en fait, montre c'est quoi la valeur d'un courriel qui a été piraté. Brian Krebs, c'est un blogueur et quelqu'un qui fait de la recherche donc en cybersécurité. Et c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'on est capable de faire avec un courriel qui a été piraté. Et dans ce cas-ci, donc, c'est important de considérer qui a accès au courriel de qui, comment est-ce qu'on peut les protéger et vraiment de se dire que parmi toutes les données de l'entreprise, d'avoir l'accès à ces courriels-là devient extrêmement important aussi. Finalement, donc, on voit aussi que les acteurs malveillants utilisent des outils de renseignement et ça, c'est quand même assez intéressant de se dire que, bon, ben, les délinquants, s'ils vont vraiment utiliser des outils de web scraping pour aller collecter des informations, ben, c'est assez important de se rappeler que les outils, donc, que les délinquants vont utiliser vont aller chercher toutes les informations confidentielles qui sont sur vos sites. Et donc, d'avoir cette considération pour se dire quelle information est-ce qu'on est en train de couler, comment est-ce qu'on est en train finalement de donner des informations aux délinquants, ben, si l'information est publique, probablement que les délinquants peuvent aller la chercher et vont aller la chercher. Et donc, partant de là, c'est important donc de soi-même faire un index ou même de s'auto-surveiller pour comprendre quelle information est-ce qu'on coule. Et donc, le but aujourd'hui, en fait, pour terminer, c'est vraiment de se dire donc qu'il faut absolument développer des défenses qui sont adaptées aux attaques, mais ce n'est pas toujours nécessairement facile de comprendre quelles sont les attaques qui s'en viennent comme notre entreprise. Et dans ce monde-là, en fait, on essaie toujours de trouver des nouvelles sources de données et évidemment, les annonces d'emploi ne nous disent pas tout sur les délinquants, mais nous offrent quand même une certaine information qui peut être vraiment pertinente et qui nous permet de finalement développer des meilleures défenses. Et évidemment, ben, si on essaye, c'est toujours le cas classique, mais si on essaye de faire un mur et que les attaquants sont en train de creuser un tunnel en dessous, ben, le mur ne nous sera pas d'une grande utilité. Et donc, le but aujourd'hui, c'était de donner finalement quelques indications sur quels sont les vecteurs d'attaque, quelles sont les cibles des délinquants et comment est-ce qu'on peut se protéger. Et ça me fera plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir là-dessus dans les prochaines minutes. Merci beaucoup.